Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Les amis, on est de retour. Même si on s'est fait hacker, ils veulent nous descendre, mais on sera toujours là, les potos. Ça a été une journée très, très, très compliquée avec mon ami de toujours, El Gringo. On a subi une journée comme l'Olympique de Marseille a l'habitude de subir, Naïm, avec des hauts et des bas, mais on est toujours là. Oui, ouais, clairement, ça a été compliqué à l'image de notre début de saison. Et ben, j'ai envie de te dire que notre saison commencera dès demain, dès vendredi, avec une belle victoire contre Lorient. Et il faut que nous, on impulse le ton, voilà, en ne se laissant pas abattre. Ouais, on vous a mis et vous verrez tout le long de ce live, vous verrez la chaîne Backup qu'on a créée, donc la Minute OM Backup. N'hésitez pas à tous aller vous abonner, les amis. On a besoin de vous, vous le savez. On essaye de faire un maximum de contenu et du bon contenu. On n'est pas fan de Trump, on vous le rassure, même s'il y a du live de Trump sur notre chaîne actuellement. Mais bon, ça fait partie du jeu, toujours là malgré tout. Et on a la chance, mon ami El Gringo, ben, qui dit avant-match, dit le top du top du top côté de nos amis les Merlus. On accueille Julien. Comment il va, l'artiste? Salut, ben ça va, j'étais sur votre live là, j'apprends plein de choses sur la politique américaine, c'est sympa. Julien, fais juste attention de ne pas scanner le QR code parce que je pense que si tu as de la crypto-monnaie, tu te fais directement à quel wallet, hein. Donc si tu es millionnaire en Bitcoin, n'y va pas dessus. Non, okay? Non plus, ni en Bitcoin, ni en euros, ni ce que tu veux. Julien, ouais. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec mon ami El Gringo. On va parler de Lorient déjà, avant qu'on te lance rapidement l'analyse tactique. 7-1 et une trêve internationale. Vous aussi, elle arrive au bon moment, la trêve? Ah, bah, elle était bien là. Elle était bien. Ouais, non, en fait, ça suit un début de saison qui est un peu chelou parce que tu vas gagner. Enfin, premier match à Auxerre, tu fais un bon match, tu perds. Donc tu dis victoire encourageante. Derrière, Rennes, tu leur mets 4-0, mais il n'y a rien qui va. Donc victoire décourageante, on a un concept. Et Lille, bah, tu fais une bonne mi-temps, une mi-temps et demi, et puis après tu coules en prenant 7 en 45 minutes, enfin un peu improbable. Tout ça au milieu d'un mercato très compliqué. Donc ouais, il était temps que la trêve arrive, que le mercato se termine aussi. Et vous savez aussi bien que nous que le mercato en milieu de saison, c'est nul, quoi. Et puis voilà, donc ouais, la trêve a fait du bien. Là, j'ai envie de te dire, mon ami El Gringo, on finit la trêve. Nous aussi, elle nous a fait énormément de bien. On a pas mal souffert. Maintenant, Naïm, place au jeu et on va parler de Lorient, mon ami El Gringo. Oui, on va parler de Lorient. Alors, on a une très très bonne introduction, même si c'est vrai qu'ils sont leur début de saison est inégal dans le sens où ils ont voulu jouer contre Auxerre. Hein. Je trouve qu'ils ont essayé de jouer. Bon, on sait par expérience que vouloir jouer au foot contre Auxerre, c'est une très mauvaise idée. Et le match de Rennes, peut-être Julien, je t'ai trouvé un petit peu dur. Alors oui, vous étiez à 11 contre 9, mais je trouve quand même que la première mi-temps est catastrophique parce que c'est ne pas réussir à mener. C'est pas oui, mais honnêtement, je trouve que la deuxième mi-temps est quand même bonne. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses avec le ballon. Bien sûr, ils étaient à 9 contre 11, c'est pour ça que c'est dur de l'analyser. C'est pour ça que nous, on s'est basé beaucoup plus sur le match de Lille, qui devrait ressembler à ce qu'on va voir ce week-end, c'est-à-dire une équipe qui est censée être plus forte et qui tient le ballon. Et dans cette configuration-là, le positionnement de Lorient, il est un peu amovible. On peut considérer que dans l'esprit, j'ai l'impression qu'ils veulent faire quelque chose qui ressemble plus à un 5-2-3, mais on se rend compte très rapidement que du fait de la possession adverse et de la maîtrise de Lille, ça va plus souvent se rapprocher quand même à deux lignes assez resserrées. Encore, là, sur ce plan-là, les joueurs de côté du milieu sont un peu hauts, mais on a quand même tendance à se rapprocher d'un 5-4-1 en règle générale sans ballon. Et surtout, à mettre une très, très grande densité. On le voit, tout le monde est regroupé dans une zone assez restreinte. Mais Bilal, pour toi, qui a l'expérience de nos adversaires, c'est quand même pas du niveau d'Auxerre et de Lens en termes de positionnement bas. Donc, on pourrait qualifier ça de médian bas, c'est-à-dire ils n'ont pas fait ce qu'a pu faire Lens ou Auxerre contre nous, c'est-à-dire vraiment nous attendre limite dans leur surface ou à leur 25 mètres. Ils laissent un peu plus d'espace, ils veulent vraiment mettre beaucoup de densité dans ces zones-là pour éviter la construction adverse. Hein. Donc là, du coup, forcément, les Lillois qui vont être touchés, ça va être très compliqué pour eux. Il y a une petite faiblesse quand même dans leur mode de fonctionnement. Je trouve qu'ils arrivent justement pour une équipe qui veut défendre face à ces équipes plus fortes.
il laisse beaucoup d'espace souvent entre leurs deux lignes. Et ça peut être problématique si les milieux adverses arrivent à bien se positionner. On voit que les lignes sont un peu… Je te coupe, Julien, c'est ce que tu vois, toi. Je reste sur cette image-là, Naïm, celle où, mine de rien, en ayant un bloc bas, médian bas, ils se font quand même parfois aspirer, ils laissent de l'espace. Ouais, c'est ça. Défense à 3, donc c'est assez récurrent à Lorient. Ça revient de temps en temps, ça marche jamais, mais tous les entraîneurs depuis 6 ans l'essayent. Ils y sont tous passés, ils sont tous foirés. Bon, là, bon, on verra. Puis ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que c'est beaucoup de bricolage à ce moment-là de la saison. Là, Lorient-Lille, on est en plein mercato. Tu as ton central gauche, Igor Silva, qui est en fait un défenseur droit. Donc, tu as déjà ça comme bricolage. Tes 2 défenseurs centraux, il y en a un qui est amené à partir au mercato. Donc, bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de bricolage. Et ouais, tu te fais aspirer. Et on le verra, je suppose, un peu plus tard dans votre analyse. En deuxième mi-temps, on se lance à l'abordage, on s'est bien aspiré comme il faut et c'est carton à chaque fois. Ouais, c'est une des faiblesses qu'on a pu voir. On verra un peu plus tard qu'il y a d'autres soucis du côté de Lorient. On voit qu'il y a une désorganisation, en fait, si tu veux, qui arrive. Tu vois, la ligne de 5, elle est bien en place. Par contre, le milieu, il a tendance à être assez désorganisé si tu arrives à bien le faire tourner. Et quand même, bon, j'ai quand même pris ce passage du match contre Auxerre. Là, on voit que c'est totalement différent. On voit une ligne bien positionnée à 3, des latéraux très hauts pour essayer de construire. Mais c'était du fait de l'adversité. C'était un match où Lorient voulait être protagoniste. Je te pose la question, même si je connais un petit peu la réponse du lien. Il y a peu de chances que c'est ce qui nous attend demain au Vélodrome. Ouais, alors après, Olivier Pantaloni n'est pas un entraîneur qui va aller bétonner. Il a beaucoup fait à Ajaccio, mais il y avait aussi un manque de moyens qui était criant. Et on va pas tenter, enfin, on va pas mettre le bus, comme on dit vulgairement. Il va quand même y avoir des choses qui vont être proposées, etc. Mais on reste quand même à Marseille, dans une équipe qui n'est pas dans notre championnat, tout simplement. Normalement, si vous déconnez pas, ça devrait être une victoire pour Marseille, faut être réaliste, mais ouais, ça va défendre assez bas. Et je pense que les leçons de Lille, surtout, ont été retenues. Ils ont eu le temps de faire un débrief bien salé, j'imagine, depuis. Donc, ouais, ça va être un peu plus sérieux derrière, je suppose, surtout avec les quelques recrues. On en parle peut-être après. Et je te mets juste derrière, Naïm, avant de basculer avec le jeu, je te mets la compo, donc la dernière compo de Lorient. Par rapport à cette compo-là, beaucoup de changements, j'imagine, au Vélodrome. Oui, déjà dans les buts, on retrouve Yvon Bogo qui était libre, qui était chez nous l'an dernier, ces quelques dernières saisons, qui n'a pas trouvé de nouveaux projets et qui revient chez nous. On va retrouver Bamo Meïté, que vous connaissez, qui avait été excellent chez nous. On vous l'avait vendu, vous nous aviez vendu en échange Isaac Touré, on s'en souvient encore tellement il est nul. Et donc c'est fou ça, tu sais que il est vraiment aussi nul que ça. Ouais, Au début, il nous avait fait des choses intéressantes, mais non, on ne pensait pas qu'il allait autant couler. Ça fait un moment qu'on a le podcast, donc on analyse beaucoup et on a une phrase, on dit souvent il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a des mauvais contextes. C'est peut-être l'exception à cette règle-là, il n'a rien montré, et dans la mentalité aussi, c'est très, 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 très mauvais. Il y a encore une interview de Pantaloni, parce qu'on l'a récupéré là. Il était en prêt au Udinese l'an dernier, on l'a récupéré. Il y a encore une interview du coach qui dit qu'il n'est pas au niveau physiquement. Il a été blessé, c'est vrai, mais il n'est pas au niveau physiquement et mentalement. Donc voilà, bref. Il a un gabarit hors norme, je pense, qui va l'handicaper toute sa carrière et qui va lui amener beaucoup de blessures. Et qui pourtant, il a un potentiel physique qui est quand même… ce gabarit hors norme, je pense qu'aussi, il peut en faire quelque chose dans sa carrière. Mais c'est sûr que quand tu mesures près de 2 mètres ou un peu plus, je ne sais plus quelle taille il fait. Il est proche de 2 mètres. Nous, on a bien aimé Kouassi. On a bien aimé Kouassi sur très intéressant. Kouassi qui vient d'Ajaccio et qui était probablement un des meilleurs latéraux gauche du championnat l'an dernier en Ligue 2, voire même le meilleur. Enfin non, tu avais Yongwa chez nous, donc dans les 2-3 meilleurs latéraux gauche du championnat. Donc tu auras ça comme changement. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Alors, Bamba Dieng est dans le groupe, vu qu'on parle d'ancien Marseillais. Bamba Dieng. Qui était prêté à Angers, qui n'a rien fait l'an dernier. Ouais. Donc pour la belle histoire, ce serait pas mal qu'il rentre, qu'il plante et qu'il climatise le Vélodrome. Et puis on a Noah Kadiou, qui est un milieu de terrain qui vient de Rodez, qui a fait son premier match contre Lille. Là, il est rentré à la 60e, le pauvre, derrière ça a déroulé, donc c'était pas la meilleure entrée. Est-ce qu'il serait peut-être, il apparaîtrait peut-être dans l'entrejeu? C'est possible. J'ai bien aimé Katseris aussi, mais qui s'est blessé. Ouais. Bon joueur aussi. Pagis aussi, le fils Pagis aussi blessé. Blessé. Qui est-ce que tu as? On a récupéré un ailier gauche de Newcastle. On a discuté avec un podcast de Newcastle. C'est la pépite du centre de formation, on va dire. Mais qui est blessé aussi. Donc,
Voilà, on vient ça. Le doute, c'est qui va occuper le couloir droit. Donc, Katseris blessé. Donc, ce sera entre Mvuka, un joueur ça fait 2-3 ans qu'il est chez nous, ou Théo Lebrise, qui pourrait occuper ce poste-là aussi. Donc là, c'est un peu le suspense. Donc sinon, pour résumer, pardon, et sans être trop long, Vogo dans les buts, Bamo Meite, Talbi et Faye qui est prêté par Leverkusen. À gauche, à la place de Katseris, peut-être on va partir sur Théo Lebrise. Avom à Bergel et Kadiou Il y a peut-être. des Marseillais dans l'histoire, parce que Bergel, Bergel, ouais. c'est le supporter de Bergel, l'OM. il a ramassé les ballons au Vélodrome. Hein. Il a ramassé les Il ballons. y a même au Vélodrome en vacances. Hein. Et devant, Tamiki, Tozin, Soumano. Oui, bon, on devrait partir sur quelque chose comme ça. Ouais. Ah bon, aussi, Toussaint aussi, très bon joueur aussi. Hein. Très rapide en tout cas. Ouais. On dit, nous, que s'il avait une finition, il serait en première ligue. Donc, il n'en a pas, il est chez nous. Mais très bon joueur. S'il commence à trouver la mire, ça peut être quelque chose de très sérieux. Et Yongwa devrait retrouver le côté gauche à la place de Kwasi, probablement. Naïm, on vient de parler de la compo, du jeu sans ballon. Maintenant, moi, ces équipes, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon. Parce que sans ballon, défendre, jouable. Mais avec le ballon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah écoute, par rapport à d'autres équipes qu'on a analysées, au moins eux, ils ont l'ambition d'essayer de jouer. Tu peux le voir sur leur sortie balle. Par exemple, de l'arrière, bah ça c'est pas le cas de toutes les équipes de Ligue 1, en particulier celles qui jouent contre nous. Et systématiquement, dans les 20-25 premières minutes contre Lille, ils ont voulu sortir de l'arrière. Alors, j'y vois quand même certaines limites, c'est que tu vois, leur milieu qui devrait être disponible pour ce genre de sortie de balle, bah, ils sont un peu cachés entre les 4 Lillois. C'est ce qui les a beaucoup gênés sur les lances de l'arrière. Ils ont des joueurs placés très haut, mais finalement, ils n'ont pas allongé pour aller les chercher. Donc, il y avait un peu ce souci-là. Mais globalement, ils ont essayé par des circuits, en allant chercher les latéraux sur le côté, enfin les joueurs excentrés. Et malgré la densité, malgré le monde et le bon pressing lillois, ils ont beaucoup essayé de sortir de l'arrière avec des décrochages, comme tu le vois là. Et quand même pas mal de maîtrise technique. Tu me dis, Julien, si c'est Avom, c'est ça? Ouais, Arthur Avom, ouais. Ouais, je ne les trouvais pas mauvais dans ce registre pour justement décrocher sur ses prises de balles, essayer d'aller vers l'avant, c'est ce qu'il fait là. Et il élimine Wadji et il trouve un joueur libre. Et malheureusement, tu vois, ce genre de situation, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va pas prendre le risque supplémentaire et qui va repartir vers le gardien. Donc, c'est avorté, alors que ça avait vraiment bien commencé, qu'ils étaient sortis d'un pressing qui était quand même difficile à annihiler. Et là, la même chose, beaucoup de Lillois prêts à presser. Et pourtant, malgré tout, on tente une sortie de balle de l'arrière pour finir sur ce milieu de terrain, qui ne va pas avoir peur. Hein. Regarde, il revient dans sa surface, il élimine et il repart de l'avant. Donc, il a vraiment fait le plus dur avec cette sortie-là qui va créer un décalage. Et bon, ça va finalement, il y a un joueur, encore une fois, qui va être un peu inattentif sur une passe, mais ils ont remonté malgré un énorme pressing 40 mètres pour une équipe du niveau de Lorient. Je trouve que c'est ambitieux et je trouve que c'est beau parce que justement, moi, je reproche ça énormément aux équipes de Ligue 1 d'avoir vraiment aucune ambition dans le jeu. Pour le coup, Julien, je dirais que c'est une équipe qui a vraiment des intentions de jeu très intéressantes, mais qui n'a peut-être pas la qualité pour les mettre en place. Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'ennuie quand même assez rarement quand on regarde les Merlus. Là, ça fait quelques années où c'est quand même un régal. Puis il y a eu toute l'époque Gourcuff avant, évidemment. Mais ouais, c'est ça. On repart d'en bas. Alors parfois, il y a des petites. Je sais pas si vous avez regardé le match de Lille, du coup, il y a des petites. Tu prends des risques aussi quand tu relances par ton gardien, tu te fais presser bien. On en parlera encore un peu plus tard. Ouais. Et puis, ouais, tu as ce joueur, Arthur Avom, qui est la révélation de l'an dernier. On pensait qu'il allait partir au Mercato. La première ligue l'appelait. Bon, il est resté. Tant mieux pour nous. Et c'est un joueur qui est bourré de qualité, qui découvre la Ligue 1. Donc, le début, là, est un petit peu plus compliqué, mais c'est un joueur qui va prendre de l'étoffe au moins jusqu'au Mercato d'hiver. Et donc, qui fait ça. Et en effet, il manque un joueur en plus pour casser les lignes. Et on a Kadiou qui est un peu dans ce registre, Abergel qui sait le faire, mais qui était un peu plus sur le contrôle, le recul en ce début de saison. Mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Et puis après, il faut avoir les mecs devant aussi, les flèches devant pour aller... justement, si l'adversaire te presse, tu as de l'espace derrière, il faut occuper l'espace. Et on a souvent vu un Tozin revenir aussi avec le ballon, comment il s'appelle, Mobamba, un Soumano, revenir avec le ballon et pas prendre l'espace. Donc ouais, merci. Donc oui, ça, je partage totalement votre analyse. Il y a Naïm, on parlait côté Merlu, vous avez quand même perdu pour moi un joueur d'un extrême talent et que dès la première fois que je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit, moi je le prendrais bien à l'OM, c'était il y a déjà 2 ans, je crois, quand Lorient était en Ligue 1. Donc c'est Eli Kroupi Junior. C'est vraiment, il
s'ils partis se perdre à Bournemouth, j'espère pour lui que ça fonctionnera. Mais bon, après l'appel des moyens financiers anglais, tu ne peux pas trop lutter contre eux. Mais quel joueur, quel attaquant, est-ce que ce type d'attaquant, c'est quasiment impossible à remplacer? Bah ouais, nous on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueurs confirmés. Si tu regardes le mercato, le FCL a dépensé 2 millions d'euros, donc qui doit être grosso modo le salaire d'un de vos meilleurs, un de vos plus gros salaires à l'OM, hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Pour les raisons qu'on connaît, il n'y a pas de pognon, il n'y a plus d'argent dans le foot français à part pour les 6-7 clubs dont l'OM fait partie. Donc tu n'as pas les moyens d'en remplacer un mec de ce niveau-là. On a des jeunes au centre qui promettent, hein. Il y a un joueur prêté à Guingamp qui s'appelle Jérémy Hachi qui plante en Ligue 2 là, qui est plutôt intéressant. On a quelques joueurs au centre aussi, mais le niveau d'Eli Kroupi Junior, c'est quelque chose de phénoménal, quoi. Alors il est parti à Bournemouth qui est actionnaire minoritaire du FC Lorient. Eh oui, eh oui. Donc il y avait aussi ce canal-là qui nous l'a prêté en janvier pour finir la saison. Les débuts sont compliqués, il joue pas ou très peu, mais bon, c'est un joueur qui a un talent pour s'imposer. Alors il est peut-être un peu fragile pour la première ligue, puisqu'il a un gabarit très petit, très frêle, mais il s'imposera, hein. C'était un joueur de toute façon qui était amené à partir de Lorient à ce moment-là. Non, en tout cas, moi je suis totalement fan. On aime bien les pépites, nous, avec Naïm sur cette chaîne-là. Et je disais depuis déjà plus d'un an, je dis, mais celui-là, il ne faut pas le laisser filer. Bon, après, Naïm, on a assez recruté, j'ai envie de dire. On va en parler de ça dans la deuxième partie. Naïm, moi, ce qui me fait peur, comme d'habitude, le Vélodrome, les équipes ont juste à regarder tous nos matchs et se dire bloc bas, transition rapide, on part dans le dos de Balerdi. Oui, là, alors j'ai dit que Lorient est une équipe qui essayait de jouer contre beaucoup d'équipes de Ligue 1, et c'est vrai, c'est une réalité. Mais quand même, globalement, ils ont un style très Ligue 1 finalement quand ils sont dominés, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de réduire les espaces, d'être relativement bas et de piquer en contre. Et pour le coup, ils ont les joueurs pour parce qu'ils ont quand même beaucoup de vitesse devant. Et donc, le danger, hein, c'est ça, c'est quand il y aura cette densité, d'avoir un joueur capable de récupérer un ballon, de gagner un duel et de se projeter et d'avoir toute l'équipe adverse qui va devoir défendre en reculant. Et par contre, pour le coup, quand ils se projettent, contrairement à d'autres équipes, ils se projettent en nombre et vite. Donc, c'est le danger est là. Sur cette première situation, il va y avoir un bon repli lillois, donc ça va être annihilé. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Il faudra être très, très attentif. Tu n'as pas été Lille sur cette situation. Tu vois, il y a 3 joueurs de Lille qui sont en train de râler après la décision de l'arbitre. Il n'y en a aucun qui regarde le ballon. Et les Lorientais vont jouer rapidement. Et donc, on parlait de ce latéral qu'il faudra surveiller énormément parce que regarde d'où il part. Il part vraiment de loin par rapport aux autres Lillois. Et c'est lui qu'on va retrouver sur ce décalage et qu'on va se retrouver à la conclusion pour un centre qui sera dangereux. Les transitions, clairement, les transitions rapides de Lorient, c'est le danger principal. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention à appliquer ses passes, ce qui n'a pas été fait là, par exemple, côté Lillois, une passe facile qui est interceptée. Et ce que je disais, c'est que contrairement à d'autres équipes, tu vois, il a pris l'initiative de dribbler sur cette récupération, ce qui pouvait être risqué dans cette position-là. Mais n'empêche que ça lui a ouvert le jeu et que du coup, quand il tente son ouverture, il y a énormément d'espace où c'est dû être contraint. Alexandro a bien fermé la profondeur. Ce que devra faire Naïf Aguerre demain, parce que c'est le danger principal, c'est sur les constructions adverses, en fait. Hein. Là, peut-être l'exemple le plus parlant de tous, hein, contre Auxerre. Interception sur une tentative de construction, tous les joueurs auxerrois sont face au jeu, ils sont obligés de se retourner. Et la vitesse dont je parlais de Tozin, regarde au moment de la récupération la différence avec le défenseur central adverse. Et regarde quand la passe va être donnée à l'arrivée, c'est lui qui sera premier sur le ballon et qui va passer devant. Bon, on a ce dont nous parlait Julien, ce petit problème de finition, parce que là, c'est une énorme occasion à 0-0 en plus, hein, qui aurait donc changé le cours du match. On le sait, c'est le danger principal, mais Julien, vraiment, par rapport à d'autres équipes, vous avez quand même, j'ai l'impression, beaucoup d'offensives qui vont très vite. Et donc, ils rajoutent un danger supplémentaire sur ces transitions. Ouais, c'est ça. Et alors, le latéral gauche dont tu parles, donc Kwasi, il ne devrait pas être titulaire. C'est vrai, Yongwa qui va retrouver sa place. Excellente nouvelle. Mais Yongwa est plus fort que Kwasi, donc en théorie. je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est pareil, un joueur très physique, très rapide, qui bouffe des espaces, donc et Yongwa n'était pas titulaire. Vous voulez pas qu'on échange avec Ulysse Garcia? On aurait pu vous en échanger avec Ulysse Garcia ou avec Merlin, hein, parce que nous à gauche, il y a une malédiction des latéraux. Ouais, ben non, en fait, Kwasi a été recruté parce que Yongwa devait être vendu, en fait, mais ils n'ont pas trouvé de preneur, ou en tout cas ils ne sont pas mis d'accord sur les prix, donc il est resté. Donc ça nous fait 2 très bons joueurs à ce poste-là. Le point faible étant l'autre côté, où dans le couloir droit, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est exactement ça. De toute façon, Lorient ne va pas venir en victime expiatoire au Vélodrome.
Si vous vous souvenez, il y a eu le 5-3 en 2015 quand Sylvain Ripoll avait appris le football à Bielsa, par exemple. Donc, elles avaient fait mal, celle-là, 2 défaites. Hein. Très mal. Hein. C'est un très bon souvenir pour nous. Donc, le Vélodrome, ça ne nous réussit pas en général. C'est des matchs mais spectaculaires, Lorient-OM. Hein. Il y a souvent eu des matchs avec des gros scores. Hein. Ouais. Autant au moustoir, c'est jamais bon pour nous. Mais, c'est vrai qu'on a souvent mis quelques fessées là-bas. C'est ça. Mais au Vélodrome, c'est différent. Donc on va voir. Moi, j'espère qu'on verra un bon match demain. C'est demain soir. Demain soir, Naïm. Et moi, je connais ces équipes, Naïm, comme on a dit. Bloc bas, puissance, vitesse, transition rapide. Mais bien évidemment, si ça fonctionnait, s'ils joueraient le podium, c'est qu'il y a quelque part, il y a des endroits où le bas blesse. Et il y a pas mal d'erreurs. Ouais, et c'est justement pour ça que ces équipes, parfois, elles réussissent des exploits contre nous. C'est que ces erreurs-là, qui sont souvent dues à de la concentration, elles le font moins contre nous parce que c'est l'OM, c'est le gros match, c'est le jour où tu peux être plus concentré que sur les autres. Mais c'est quand même là qu'il faudra appuyer sur ces erreurs parce qu'on a vu. Alors, ça peut être ce que j'appelle moins une erreur que vraiment, là, par contre, de la prise d'initiative, une tentative de percussion qu'on a bien louée dans les vidéos d'avant, mais qui donc peut avoir des risques, hein, parce que là, sur cette tentative de percer au milieu, perte de balle, là, pour le coup, c'est l'inverse. Ce sont les Lillois qui se retrouvent lancés en transition. Et là, si cette passe, qui ne paraît pas dure pourtant, est réussie, c'est une énorme occasion de but. La passe sera ratée, sera trop molle et donc interceptée. Mais là, donc, l'ambition dans le jeu, c'est une des premières contraintes qu'ils ont. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le fait de vouloir jouer avec des joueurs qui ne sont peut-être pas adaptés pour. Et je pense que cette situation dont nous parlait Julien, c'est donc on passe par le gardien. Il n'y a pas de solution facile au milieu de terrain, donc peut-être que la solution aurait été d'aller chercher loin un attaquant, parce que c'est du 1 contre 1 au milieu du terrain. Mais là, il a beaucoup trop tardé. Il aurait pu aussi décaler sur le côté. Il y avait quand même un espace. Et en fait, il a été contré. Bon, c'est pas cadré, ça finit sur le côté, mais ça prouve les difficultés qu'ils peuvent avoir dans les ressorties de balles. Et là, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, l'écart, le gros écart qu'il peut y avoir parfois entre le milieu et la défense, ça peut donner des situations difficiles à défendre. C'est ce qui arrive. C'est peut-être Igor Silva, là, d'ailleurs, Julien, qui, du coup, au début, va défendre côté droit, mais il y a un gros espace dans son dos. Donc, il se retrouve un peu entre les deux. Il se retourne au mauvais moment. Et c'est en se retournant là, en prenant cette information-là, qu'il y a une passe qui va le déstabiliser. Il ne pourra plus intervenir. Du fait qu'il était seul à défendre dans une très grande zone au final. Et ce petit grain de sable au tout début de l'action, c'est le décalage qui va entraîner l'ouverture du score, parce qu'il se retrouve en supériorité numérique sur le côté, même si je pense que le gardien aurait pu faire un petit peu mieux. Il y a aussi du jeu direct, ce qui leur a fait très mal, et ça c'est plus surprenant face à ce genre d'équipe qui normalement doit être bon dans les duels défensifs. Là, tu vois, quand tu vois les deux défenseurs lorientais, il n'y a pas de danger imminent. Il y en a un qui va aller jouer le duel, l'autre il a juste à reculer, mais on se rend compte qu'ils sont déjà un peu trop proches l'un de l'autre. La profondeur n'est pas du tout bien gérée, tu vois, là ils sont vraiment très très proches, et il y avoir un mauvais choix avec une tentative de remise en retrait qui va être mal ajustée face à un attaquant qui va beaucoup plus vite que le défenseur et qui en plus lui est dans le sens du jeu. Cette mauvaise remise de la tête, c'est ce qui va entraîner le but du 3-1, qui est le but qui fait vraiment basculer tout le match. Et ce genre de situation mal défendue sur des situations relativement simples, on le retrouve là, c'est du 1 contre 1. Il a son attaquant devant lui. Normalement, jamais l'attaquant se retourne, tu as juste à le contrôler. Et il va se servir, il va s'enrouler autour de lui et ça va lui permettre de partir à la cage avec un énorme espace qui se crée alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Il n'y avait aucune situation dangereuse au début. Et encore une fois, c'est cette petite erreur de départ qui a permis une situation de supériorité numérique qui va entraîner encore un but. Donc, beaucoup d'erreurs individuelles, d'erreurs de lecture de trajectoire en défense. Et je pense que c'est sur ça qu'il faudra appuyer. Mais malheureusement, Julien, comme tu nous l'as dit, justement, le fait qu'ils en aient fait autant contre Lille, parce que là, on en a montré 2, mais toute la fin de match, elle peut être résumée à ça. C'est pas très bon pour nous parce que je pense qu'ils vont énormément appuyer dessus, qu'ils vont moins se livrer et sûrement resserrer les espaces dans le match de demain. Ouais, bien sûr. En plus, nos centraux, là, tu as Montassar Talbi, donc, qui est un joueur expérimenté, qui a un peu de bouteille. Bon à joueur, côté de lui, bon c'est joueur. donc, ouais, bon joueur, très bon joueur. À côté, tu as Faye qui vient de débarquer, qui a jamais joué, est donc prêté par les Leverkusen, je disais tout à l'heure, mais qui n'a pas joué avec eux, il me semble, et qui découvre la Ligue 1, qui découvre les grands championnats, entre guillemets. Donc, c'est normal qu'il soit un peu perdu sur le terrain, qu'il n'y ait pas cette entente que tu peux avoir avec une charnière qui évolue ensemble depuis longtemps, quoi. Et ce que tu disais, oui, c'est ça, c'est que cette défaite, elle a fait très très mal dans les têtes, surtout à ce moment-là, et surtout par l'amplitude, l'attitude, les erreurs, etc. Donc
nous, du côté de Lorient, ce qu'on attend, c'est de voir une équipe beaucoup plus sérieuse et qui puisse faire quelque chose, quoi. Parce qu'en jouant comme Lille, la saison elle va être très courte, quoi. Ouais, mais tu sais très bien qu'un match ne se ressemble Bien jamais. sûr. Au contraire, il y a des corrections qui permettent de corriger finalement ces erreurs-là et mieux vaut perdre une fois, hein, une fois 7-1 que Ouais. 7 fois 1-0. Hein. Ouais, bien sûr. Ton prono, avant que nous, après, on va passer avec Naïm sur la Ouais. partie web, mais ton prono, Julien, au Vélodrome, je dis pas ton souhait parce que j'imagine victoire, mais Allez. ton prono avec les buteurs, si tu as. Oula, ouais, vous m'en demandez beaucoup là, mais ouais, normalement, Marseille doit gagner. Mais je vais quand même mettre un petit 2-1 pour Lorient avec un but de Bamba Dieng à la 95e qui Aïe, aïe, climatise aïe. tout ça et qui crée la crise de Zerbi au Vélodrome. Écoute, les buts à la 94e, 95e, on commence à en avoir assez. Ouais. Il faut se servir aussi de nos erreurs aussi. Julien, mille merci. Non, Mille merci à toi, vous. mon ami. Bon courage pour récupérer la chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que on vos espère. abonnés, vos viewers iront s'abonner en masse sur la chaîne Écoute, merci, de secours. merci à toi, Julien. Gros match. On vous souhaite le meilleur parce que Lorient, on rappelle que c'est un club ami avec Loïc Ferry. Il y a toujours eu des bonnes relations entre l'OM et. Ouais, on vous envoie nos bons joueurs, vous nous envoyez Mais vos c'est- chèvres. Donc, ouais. C'est ce qu'on appelle un club ami. Ouais, C'est ce voilà. qu'on appelle. On a aussi le Genoa aussi, avec qui on est très amis avec Genoa aussi. Ah, tu vois. Il n'y a pas de lien entre Lorient et Genoa encore? Pas de lien Pas que je sache. À Bergel est quand même. Ouais, mais vous l'avez jamais fait jouer. Oui, c'est un Marseillais. Certes, Ouais, on n'a pas c'est à eu. Marseille, pur jus. Ouais. Il nous avait envoyé à Brielle aussi. Ouais, il a été champion. Brielle. Non, Brielle, il avait été bon chez Non, nous. les mecs. Ouais, Attends, c'est vous pas- envoyez Gignac aussi, il faut pas oublier. Hein. C'est vrai. Ouais. Après, Julien, vous ne l'avez pas envoyé avec le meilleur état physique. Mais bon, il était passé par Toulouse entre-temps. Non, là, il y a eu quand même des beaux joueurs qui sont passés de Lorient vers Marseille. L'inverse, c'est un peu plus rare. Ouais, très. Bon, j'aime énormément ce club-là. Je suis content de le revoir en Ligue 1 et c'est un stade avec une belle ambiance. Et comme tu dis, c'est très bon centre de formation qui sort beaucoup de jeunes. Donc, on espère que cette saison, Lorient va réussir à se maintenir. Julien, on te souhaite le meilleur après le match Merci. de l'OM, bien évidemment. Et encore bonne soirée à toi et à très vite. Salut. Ciao. Voilà, mon ami El Gringo, on est de retour les potos. Bon, maintenant, ok, Lorient, on a compris Naïm, on sait ce qui nous attend. La question maintenant, les amis dans le chat, j'ai pas pu vous répondre jusqu'à maintenant parce que de toute façon sur Twitter, je peux pas vous répondre. Si c'était sur YouTube, je pouvais vous répondre, mais j'ai pas accès à vous répondre. Donc on le rappelle pour ceux qui posent la question, il y a El Paquez qui pose la question qui dit vous avez été hacké sur YouTube. Ouais, si tu veux voir une conférence avec le CEO de BlackRock et si tu veux voir Donald Trump, régale-toi, c'est sur notre chaîne YouTube. On a changé de cible avec Naïm. Ah, on a changé de cap. Ouais, ça paye plus la crypto. Mais là, on va essayer de bien évidemment récupérer notre chaîne. Mais entre-temps, à tous ceux qui nous suivent, vous êtes 3250 à regarder ce live-là. Les amis, pensez à vous abonner à la Minute OM Backup. Vous avez l'adresse. En tout cas, mille merci à tous qui nous suivez. Merci à toi, Chris. Ah oui, on a essayé de faire le live. On s'est dit avec Naïm, on ne fait plus rien. On était tellement abattus, on a dit on arrête. Allez, c'est bon. C'est quoi cette arnaque là? On se fait hacker, on ne peut rien faire en plus. Bon, on espère qu'on va le récupérer, Naïm. Maintenant, place au jeu, mon ami El Gringo. La vraie question, c'est comment Roberto De Zerbi va réussir à mixer 6 nouveaux joueurs en un temps aussi court. On t'a mis la compo, El Gringo, il faut qu'on en parle. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi incertain sur une compo de l'OM. Vraiment, il y a énormément de possibilités, il y a des paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire les retours de sélection plus ou moins tardifs, et surtout, la gestion de 3 matchs. C'est-à-dire qu'il va faire cette compo-là, il l'a très bien expliqué en conférence de presse, en réfléchissant, lui il a dit sur 2 matchs, mais il réfléchit sur 3. Il réfléchit sur ces 3 matchs-là, sur ce qui va arriver après. Donc compliqué. Moi, la défense que je vois, elle me paraît cohérente. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire jouer Balerdi sur ce match-là. C'est le joueur qui est revenu le plus tard de sélection. Je te coupe, mais on rappelle pourquoi on a mis Geoffrey Delange, parce que lors de la conf de presse, Balerdi est rentré tard, mais aussi Jérôme Rouli. Donc, bon, j'ai du mal à croire que le gardien, il y a un peu moins d'effort quand même tu vois, qu'un joueur de champ. Mais bon, peut-être que Geoffrey Delange va jouer ce match face à Lorient. Oui, c'est peut-être aussi de la gestion humaine. C'est-à-dire, tu envoies un mauvais message à Delange si Rouli, qui vient d'arriver, limite, il ne s'est pas encore changé de l'avion, il est titulaire. Donc, c'est peut-être aussi dans cet état d'esprit-là de garder ton deuxième gardien motivé. On ne doit pas avoir à solliciter énormément de Delange sur ce match. Hein. La réalité, elle est là. Il faut qu'on
qu'on fasse un très gros match. Et on a surtout, tu vois, ce Euro 21 que tu as mis. C'est lui qui doit tout changer, quelque part. Alors, on sait que Medina a changé beaucoup de choses déjà pendant les matchs de préparation sur cette gestion à la perte de balle. Et il a dit, il a Naïm, beaucoup explosé. Il a dit, le coach. Pour lui, on l'avait dit dans cette chaîne, les amis, avant qu'on te réponde à Greenwood et à Dimitris, juste je précise, il y a une personne qui nous demande, il y aura un replay, j'ai loupé le début. Oui, vous inquiétez pas. Allez vous abonner sur la Minute OM Backup. On va mettre la vidéo, on va uploader la vidéo. Vous pourrez voir bien évidemment le replay. Naïm, pour revenir sur la conférence de presse de De Zerbi, il parle de Medina, ce qu'on avait dit sur cette chaîne-là. Pour nous, c'était probablement la meilleure recrue d'un point de vue défensif avant l'arrivée d'Aguerd et de Pavard, c'était. Mais parce qu'il apporte quelque chose, Naïm, que n'ont pas les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Ouais, il te permet de récupérer le ballon haut. Et ça change beaucoup de choses. C'est vraiment, on a cette personnalité qu'il a à la perte de balle, d'être positionné très haut, ce que Merlin était incapable de faire. Et c'est pour ça que ça a été un boulevard, le couloir gauche. Alors, on a beaucoup critiqué Cornelius et Kondogbia, mais quand ça arrivait jusqu'à Cornelius et Kondogbia, il y avait déjà eu un problème en amont, quand le joueur était déjà lancé à partir de là. Et ça, Medina, il le stoppe à la source. Et en plus, quand je vois Aguerd et qu'on voit la présentation, la vidéo qu'on a fait, il a une lecture et une vitesse pour la profondeur, c'est des atouts supplémentaires. Donc, en fait, ces apports-là, pour moi, ils doivent permettre, limite, de même pas avoir besoin de la gérer, cette profondeur-là, parce qu'il doit être capable de jouer encore plus haut. Et donc, vraiment de récupérer le ballon très haut, de les forcer à dégager. Donc, ça, c'est le premier gros atout. Maintenant, la question, c'est le milieu. Donc, j'ai vu un commentaire. Gomez Højbjerg, c'est le plus mauvais milieu. Bon. Moi, je ne suis pas trop pour la culture de l'instant. Hein. Je n'oublie pas ce qu'a fait Højbjerg l'an dernier. Je pense que c'est peut-être ce que dit Naïm, ce que dit Greenwood Goury-Aubal. Je pense que c'est plus la combinaison. Il ne parle pas individuellement. Parce que je pense que Højbjerg, individuellement, voilà, c'est un top joueur. Mais les 3 dernières années, on a eu Rongier avec Verretou. On a eu Højbjerg la semaine dernière avec Rongier ou Ben Nasser. Et donc cette année, Højbjerg-Gomez. Ouais, mais bon, le présenter comme ça, je trouve que c'est pas top. Clairement, voilà, ça veut juste dire en gros que tu penses que Gomez est moins bon que Rongier, oui, je pense. Surtout dans ce rôle-là. Voilà, Naïm, on le dit à tous qui nous écoutent, on avait préparé une question en conférence de presse, mais comme il y avait énormément de journalistes, ça a été compliqué de poser la question. Et la question qu'on allait poser au coach, notamment dans ce système-là, donc on repart dans ce 4-2-3-1. Mais Naïm, ce 4-2-3-1 se transforme, on est d'accord, parce que tu as Medina, Aguerd, Pavard qui peuvent basculer dans la défense à 3 avec ballon et laisser Murillo prendre son couloir et jouer très haut. Ça peut aussi faire la même chose parce que Murillo a joué aussi dans cette défense à 3. Donc bon, quelque part, ils sont habitués en fait. Les 4 de derrière sont habitués à la défense à 3. On n'a pas mis Balerdi, les amis, c'est pas pour rien. Il revient, comme l'a dit Naïm, il a besoin de souffler aussi. Je pense que mentalement, il vient quand même d'enchaîner 4 matchs avec énormément de difficultés. Je pense que mentalement, des fois, tu as besoin de souffler, même si le coach le défend en conf de presse en disant qu'on compte sur lui. Il ne va pas le descendre déjà de 1. Et je pense que ce serait très bien pour lui de souffler un petit peu et de se préparer parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent cette semaine-là. La question en conf, Naïm, elle était la question qui se posait, c'était à la perte de balles. Là, on a énormément de problèmes. Et ça ne date pas de cette année, ça date même de l'année dernière. C'est dans les transitions rapides. On posait la question au coach, est-ce que lui, il verrait un Balerdi jouer plus haut, un CJ Riley aussi jouer plus haut, être capable de venir casser ces transitions rapides, ce que Gomez, on n'a pas vu encore faire, ce qu'Højbjerg aussi est moins agile physiquement, est moins rapide et moins véloce. Naïm, c'est une vraie interrogation. Ouais, c'est sûr, ça dépend vraiment de la configuration des matchs. Quand ils sont mis à jouer contre le Paris FC, on s'est rendu compte que ce milieu-là, il est quand même efficace. Ils ont mis 70 minutes à se bouger, mais face à un bloc très bas, c'était quand même utile. Par contre, c'est vrai que dans des matchs où il va y avoir besoin de plus d'impact au milieu du terrain, on peut se poser cette question-là, d'avoir un pur 6 avec les caractéristiques de Balerdi ou de CJ, c'est-à-dire un joueur qui est assez vif sur les premiers mètres et capable de gagner des duels défensifs, parce que c'est le gros problème de Gomez. Donc c'est une vraie question. Sur le match de Lorient, c'est pas choquant de mettre Gomez, Højbjerg, Nadir, parce qu'on doit justement être capable de les acculer et de leur laisser que des miettes que Aguerd et Pavard, avec leur lecture du jeu et la vitesse d'Aguerd, devraient être capables de récupérer. Donc sur ce match-là, non, mais c'est vrai que là où je rejoins Greenwood Guiri au bas, c'est que sur un très gros match, tu ne peux pas mettre ce milieu-là. Je suis d'accord avec lui, à 100%. Tu as 1000 fois d'accord, Naïm, et surtout, on s'est dit, on ne voulait pas non plus faire 11 changements. C'est-à-dire qu'il y a Vermeeren,
aussi. Il y a le frérot, on l'embrasse, Dananguila est toujours là. Mon frérot, je t'embrasse très très fort. Qui nous dit Pexao devrait débuter. Peut-être. Moi, quand j'écoute Roberto De Zerbi, il ne veut pas donner d'informations sur toi, l'équipe adverse. Le fait de dire il va peut-être démarrer ou pas. Moi, je suis De Zerbi, je ne le fais pas démarrer. Parce que mine de rien, il a une grave blessure. Enfin, une longue blessure, je ne vais pas dire grave. 2 mois d'arrêt, Naïm. Démarrer au Vélodrome d'entrée, je le ferai plutôt rentrer en cours de match. Voilà pourquoi on a mis Traoré, Nadir et Greenwood. Nadir, Naïm, je veux qu'on parle de Bilal Nadir parce que pour moi, il doit faire quelque chose cette saison. On a besoin de ce type de joueur-là cette saison. Ouais, on a besoin d'un joueur athlétique, rapide au milieu du terrain et capable de récupérer des ballons, agressif dans le duel. Il est capable, même si c'est vrai qu'il joue plus haut parce qu'il a ce rôle qui est très intéressant pour le premier pressing. Et là, typiquement contre Lorient, celui qui va jouer le poste où tu as mis Nadir là, il va être très très important à la perte de balle justement pour étouffer l'adversaire. Et ça, Nadir, il est capable de le faire. Moi aussi, c'est un joueur qui joue vraiment beaucoup. Et pourtant, je suis très dur en général avec les jeunes du centre parce que la plupart du temps, on me dit toujours il faut les faire jouer alors que le plus souvent, ces 20 dernières années, ils étaient mauvais. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment un bon joueur et j'aimerais beaucoup le voir s'imposer. Maintenant, il y a 2 joueurs qui sont un peu plus des inconnus, les 2 recrues du milieu de terrain. Et j'espère vraiment que dans les 2, on aura une très, très belle surprise parce que de ce qu'on a analysé, c'est quand même des joueurs qui ont une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Ouais, on ne vous a pas sorti la vidéo malheureusement sur Vermeeren parce qu'on ne pouvait pas faire 12 joueurs d'affilée. On a déjà essayé de vous faire une vidéo sur Pavard. On n'a même pas parlé de Pavard, Naïm, hein, mine de rien, mais on récupère potentiellement un joueur international, un joueur, c'est peut-être celui qui a le plus gros CV en fait du 11 de départ. Et il est venu pour de jouer. Il y a la question qui est posée. On nous pose la question, on dit pour vous, Pavard doit jouer en défense centrale ou en défenseur droit? Logiquement, Pavard, c'est un central. Et c'est là où je le préfère, moi, dans la défense à 3. Je trouve que c'est là où il est vraiment très performant. Il a, Naïm, ce qui manque peut-être à certains joueurs de chez nous, c'est-à-dire la concentration sur tout le match. La compréhension du jeu aussi. Tu vois, sans ballon. Il fait peu d'erreurs. Il fait peu d'erreurs d'analyse du jeu, de peu d'erreurs défensives. Et c'est pour ça que je pense que c'est un joueur qui est très sous-estimé, Pavard, parce que c'est pas un joueur claquant. Mais c'est souvent ces défenseurs-là les plus fiables. Et souvent, ces joueurs-là, c'est quand ils sont absents que tu t'en rends compte. Tu vois, quand ils sont là, tu as tendance à te dire, ouais, bon, il a fait un bon match, mais sans plus. Par contre, quand ils sont pas là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'espace derrière, que tu prends des buts beaucoup plus bêtes. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que défenseur central, défenseur latéral, si tu veux jouer à 4 contre une très grosse équipe, tu peux te dire que mettre un Pavard arrière droit, c'est pas une mauvaise chose. Sachant que tu as Valère Garde dans l'axe. Naïm, je pense qu'il faut un peu démystifier ces notions de 4, de 3, de 5. Il a dit aussi en conf de presse. Parce qu'en fait, il y a tellement d'animation pendant le match, il y a tellement de mouvements que c'est sûr que Pavard, dans un 3-5-2 classique en mode piston, moi pas fan, je pense que toi non plus, mais un Pavard dans la défense à 3, moi je t'ai dit, quand on a observé Pavard, je t'ai dit, il me fait penser à un défenseur italien, en fait, dans son profil. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est toujours bien placé, qui est un joueur qui va sur l'homme, qui n'a pas peur, qui a un bon jeu aérien, qui a une relance propre. C'est pas clinquant, c'est pas magnifique, mais c'est solide. Et ça fait peu d'erreurs. C'est pour ça que c'est important de dire aussi que jouer arrière droit dans une défense à 4 à l'OM, quand tu vas jouer Lorient et quand tu vas jouer le Real, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que moi, je ne serais pas choqué que Pavard joue arrière droit dans des très gros matchs. Je pense comme vous, comme je le vois dans les codes, que le plus son meilleur poste, ça reste défenseur central. Que le mettre arrière droit demain contre Lorient, c'est peut-être pas forcément ce qui va nous apporter le plus. Je suis tenté de te dire que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un Murillo ou un Weah arrière droit contre Lorient. Mais par contre, dans un très très gros match, Pavard, il a joué arrière droit au Bayern de Munich, dans une défense à 4. Ouais, donc la question se posera. Moi, je ne serais pas choqué dans des gros matchs où on veut jouer à 4 derrière de le voir. Et comme je ne serais pas choqué dans des gros matchs qu'on passe à 5 derrière et que Pavard soit stopper droit. Ouais, et pour continuer, Naïm, sur cette composition, il y a 2 joueurs. Il y en a un qui a intérêt de se rattraper. Et il y en a 2 même qui ont un plus que d'autres. J'ai envie de mettre l'accent sur Mason Greenwood parce que faire ce qu'il a fait contre Lyon, c'est la faute professionnelle. Naïm, il n'est pas venu à Lyon. Il n'est pas venu à Lyon. Et pour un joueur de ce calibre-là, tu ne peux pas te dire je vais être un jour un grand joueur si tu es capable de sortir des prestations comme ça. Il nous l'a un peu fait l'année dernière, mais là, c'est Lyon. C'est grand match. C'est victoire importante face à une très faible équipe lyonnaise, Naïm. Et il est totalement passé au travers de son match.
il y a 2 très grands matchs qui arrivent juste derrière. Il faut se mettre en confiance là contre Lorient. Ouais, vraiment, parce que bon, faut pas oublier qu'il a été bon contre le Paris FC. Hein, la victoire, elle est en grande partie pour lui. Mais j'ai beaucoup défendu l'an dernier parce que je trouvais que les critiques étaient abusées. Dans certains matchs où on a dit qu'il avait été transparent, je trouvais pas que c'était totalement vrai. Là, pour le coup, il a fait un vrai mauvais match dans le jeu, dans l'attitude. Il n'y était pas. Voilà. Alors bon, ça peut arriver. Ça peut arriver si derrière, comme tu l'as dit, tu rebondis bien. Donc clairement là être très très fort contre Lorient. Après, on aura le temps de parler des 2 autres matchs qui arrivent derrière où le jugement ne sera pas le même parce que l'adversité sera beaucoup plus forte. Mais contre Lorient, on a envie que Greenwood nous débloque ce match, nous le rende facile. Ouais, Greenwood et surtout Amine Gouiri. On n'a pas mis Pierre-Emerick Aubameyang parce que il a joué aussi avec la sélection, donc il a joué au Gabon. On verra s'il sera titulaire ou pas, mais Naïm, mine de rien, Gouiri, il faut que ça démarre. Il faut que ça démarre. Comme quasiment tout le long, même pour moi, vraiment, c'est le début de la saison, ce match-là. Malheureusement, on aurait aimé que le début de la saison soit contre Rennes, mais on peut vraiment commencer notre saison contre Lorient. Et lui, il y a une différence avec Greenwood. Greenwood, on est dépendant de lui. Voilà, il faut qu'il marche parce qu'on n'a pas le choix. S'il n'y a pas Greenwood, notre saison, c'est pas la même. Gouiri, c'est pour lui qu'il a intérêt à commencer à être meilleur parce que si Gouiri est pas bon, derrière, ça pousse. Il y a Aubameyang qui est déjà passé devant, il y a Vaz qui pousse fort, donc Gouiri, on sait ce qu'il vaut. Il n'a pas perdu son football en 3 semaines, en 2 mois. Moi, j'y crois pas au truc de il a raté, il réussit sur sa première année, il rate sur sa deuxième. Je pense pas. Je pense juste qu'il est dans un bon état d'esprit, où il est bien physiquement, ou tu l'es pas quand tu as du talent comme lui. Et donc à lui maintenant de faire la bascule positive. Je pense que pour l'instant, je mets ça sur le compte de la prépa. Il y a des joueurs qui la digèrent plus difficilement que d'autres, et j'ai vraiment l'impression que lui et Berg, physiquement, ils sont beaucoup moins bien. Mais c'est le match parfait pour lui pour se redonner confiance, sortir un gros match, parce qu'on va avoir besoin d'Amine Gouiri aussi quand même malgré tout, même s'il y a Aubameyang. Ouais, mais il y a besoin d'Amine Gouiri. On a mis, pour terminer, Amel Junior Traoré sur le corps gauche, qui a été intéressant face à Lyon. Apparemment, le coach a dit qu'il avait peut-être une petite gêne. Je pense qu'il met aussi un peu d'incertitude dans son 11 de départ aussi pour Lorient. Surtout qu'il a posé que c'était en début de semaine. Donc. Voilà, c'était en début de semaine. Donc bon, je pense qu'il sera opérationnel. Naïm, Traoré, ça peut être vraiment un joueur très, très, très intéressant dans son style. Mais surtout, Naïm, j'ai envie de mettre en avant le banc. Là, il y a du monde. Il y a du monde, ça va être très intéressant pour nous. D'un autre côté, on est obligé, vu les 3 matchs qui nous attendent en 10 jours. Mais tu vois, Traoré, je crois qu'il fait partie de la catégorie de joueurs qui ont tout à gagner à l'OM cette saison. C'est-à-dire des joueurs, je vais pas te dire qu'on n'en attend rien, mais où il y a beaucoup moins d'attentes que d'autres. Je pense à lui, je pense à Emerson et je pense à Vermeeren. Ah oui, Vermeeren, totalement. Ouais. Ils sont arrivés un peu plus dans l'anonymat. Ils sont pas voués à être titulaires pour tous ceux qui font l'équipe type à l'heure actuelle de l'OM, il y en a très peu qui les mettraient titulaires, parce que Traoré il a plus de chances de voir des Pachao. On voit Medina à longueur d'avance sur Emerson, et pareil au milieu de terrain. Malgré tout, je pense qu'il y en a très peu qui mettraient Vermeeren à l'heure actuelle. Donc c'est des joueurs qui ont beaucoup à gagner, et j'espère vraiment que dans les 3, on aura une très très belle surprise. En fait, moi, je voudrais, c'est que entre O'Reilly et Vermeeren, il y en ait vraiment un qui nous fasse une super saison, parce que c'est le poste où il nous manque quelqu'un. Et je voudrais qu'il y ait une surprise à ce niveau-là. Et franchement, de ce qu'on a pu observer, Naïm, sur Vermeeren, j'aime bien, moi. Hein. J'aime beaucoup ce type de profil-là. À voir si à l'OM, la marche, elle n'est pas trop haute. Il est quand même passé par l'Atlético et Leipzig. Il y a quand même entre Aubameyang sur le banc, Vermeeren, O'Reilly, Emerson. Oui, à Peichao, Emerson. Oui, il y a du monde. Hein. Il y a Balardi qui sera aussi probablement. Ça fait vraiment un effectif. Je trouve qu'on a un effectif de qualité. Il faudra être un petit peu patient. Naïm, je pense qu'on est assez complet. Les amis, on vous le répète encore, on s'est fait hacker. Donc, si vous voyez de la crypto et tout, faites attention. Ne vous faites pas vous aussi hacker en allant sur notre chaîne. On va essayer de la récupérer. Mais entre-temps, on a créé la Minute OM Backup. Donc, allez au maximum vous abonner. On va publier cette vidéo dessus. Encore merci, mon ami El Gringo. Ça va être un grand match, on le sait. Ça va être un match difficile. Mais ça va être une grande ambiance. Parce que ça va être une bonne ambiance. C'est un peu finalement, c'est un peu la vraie reprise. Tu vois, c'était pas le Paris FC. Le Paris FC, le mercato n'était pas fini. Il y avait eu l'affaire de Rabiot qui parasitait les esprits.
la vraie reprise au Vélodrome, je pense que c'est là. Voilà, tout le monde maintenant est reparti sur un état d'esprit positif avec toutes les recrues. On commence vraiment la saison là et il faut la commencer avec une victoire. Ah, il faut la commencer avec une victoire, Naïm. On sera à guichet fermé encore une fois. Je pense que le Vélodrome a envie de découvrir son nouvel OM. Merci à tous, merci au chat, merci à tous vos messages, que ce soit Chris, Donanguila et tous les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de qui ont l'habitude de nous suivre, qui vont avoir. Ils nous ont pas abandonnés. Ils n'ont pas abandonné. Sachez qu'on est toujours là. On ne vous a pas abandonné nous non plus. On ne vous abandonnera pas parce qu'on sait que vous appréciez énormément le travail qu'on peut vous fournir toute la saison. Et ben, pour nous aussi, peut-être que la saison va devoir commencer maintenant. Naïm, en tout cas, restez connectés. Pensez à vous abonner à la chaîne de la Minute OM Backup. Vous mettez juste le @ la Minute OM Backup et vous abonnez comme ça. On va vous publier, parce que Naïm, il y a l'avant-match là qui va être publié. Il y aura l'après-match probablement samedi. Il y aura l'avant-match face au Real Madrid. On est dans une semaine incroyable, les amis. Hein. Tout est déjà programmé, tout est déjà mis en place avec El Gringo. Donc, pour que notre retour en Ligue des Champions soit magnifique, et ça, peu importe ce qui se passera à Madrid, hein, parce que on n'est pas programmé pour gagner à Madrid, il faut qu'on gagne. Voilà, il faut qu'il nous libère de ce poids vendredi. Et comme ça, on sera de bonne humeur pour attaquer le match du Real. Tu as raison. Et il y a Skirnir qui nous enfin, le blaze, il est dur, frère. Qui nous pose la question. Naïm, ton prono face à Lorient? Écoute, je ne sais pas si c'est un prono ou un souhait, mais j'ai pas envie de trembler. J'ai envie d'une fête au Vélodrome. J'ai envie d'une victoire large. Et donc, j'ai envie d'un 4-1 pour vraiment, vraiment lancer notre saison. J'ai le buteur. J'allais te dire 4-1 aussi, mais bon, je vais devoir changer. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, je veux que Greenwood marque ce match de son empreinte. Et donc, un doublé pour Greenwood, un petit but pour Gouiri pour la confiance. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que sur ce match-là, on va avoir un buteur improbable. Donc, soit un Garde ou un Pavard sur un corner, soit un O'Reilly en rentrant en jeu. Mais ouais, le quatrième but, je le vois bien d'un joueur qu'on n'aurait pas vu venir. Naïm, si on marque ce coup de pied arrêté, alors là, la fête sera magnifique. Il y a des joueurs de jeu, de tête maintenant. Moi, j'aimerais bien un clean sheet, donc je te dirais un bon 2-0 ou 3-0. J'aimerais réellement qu'on n'encaisse pas de but sur ce match-là face à Lorient. En tout cas, les amis, encore merci. Merci à tous. Dans la Guilano, on ne sera probablement pas à Madrid. On va devoir déjà essayer de retrouver une chaîne YouTube, ce sera déjà bien. Et en tout cas, on se tient au jeu très très rapidement pour l'après-match et bien évidemment pour tout ce qui arrive. Et oui, comme le dit Chris, second poteau Pavard. Si nous mettez une reprise de volley au Vélodrome, Naïm, ce serait extraordinaire. Ah, le stade, il explose. Ah, ce serait magnifique. Mais bon, en général, un peu comme. Là, il faudrait vraiment 2 fois au même endroit, il paraît. Amada Jambé, tu te souviens Amada Jambé à l'OM? Amada Jambé, Edson, on a eu des défenseurs habitués à mettre des frappes extraordinaires. Ouais, totalement. Bon, en tout cas, les amis, encore merci. Merci à tous qui nous suivent sur le chat. Merci aux abonnés Twitter et bien évidemment à l'ensemble de nos abonnés. On se retrouve très très vite et surtout, vous sur Twitter, écoutez cette phrase de fin de vidéo qu'on répète à chaque fois. Elle est importante pour vous sur Twitter, les gars, parce que vous êtes complètement barrés sur Twitter. N'oubliez pas que l'OM, c'est vous, l'OM, c'est nous et c'est surtout nous tous, les potos. Allez, l'OM. Et voilà.